professionnalisme et la compétence n'ont pas de sexe. Hommes comme femmes sont autant doués d'intelligence et d'aptitude physique pour accomplir la tâche à eux confiée. Mais dans ce groupe d'hommes et de femmes se trouvent des gens qui se démarquent des autres pour accomplir un travail exceptionnel. Et c'est l'une de ces personnes que nous recevons ce soir à l'émission Femmes de Valeur. Madame Maïmouna Kabré, née Ouedraogo, est policière et pas des moindres. Elle est commissaire divisionnaire de police et point focal des opérations de maintien de paix au Burkina. Madame Kabré, bonsoir. Bonsoir Madame Kéré. Merci d'être là ce soir avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Bonsoir à vous aussi, chers téléspectateurs de l'AITB. Le principe de l'émission, vous le connaissez très bien. Nous allons faire plus ample connaissance avec notre invité à travers ce reportage de Souleymane Sanou et Christine Koulibaly. Avec fierté, elle arbore sa tenue de policière. Avec dévouement, elle veille à la sécurité des biens et des personnes. Et avec patriotisme, elle sert l'intérêt de tout un peuple. Voilà 22 ans que Maïmouna Ouedraogo, épouse Kabré, a rejoint les rangs de la police nationale suite à un test de recrutement et après une maîtrise en anglais, option linguistique à l'université de Ouagadougou. La jeune recrue intègre alors l'école nationale de la police. Nous sommes en 1999. Après 2 années de formation théorique et pratique, sans discrimination de sexe, elle sort commissaire de police. La désormais commissaire Maïmouna Ouedraogo est affectée au commissariat central de Ouagadougou comme chef de la brigade criminelle. Elle se frotte alors au terrain en contact avec les armes, les bandits, les stupéfiants, bref, le danger. De ce poste, elle est affectée à la direction générale de la police en tant que chef de division de la gestion des personnels avant de se retrouver à Khartoum au Darfour pour une mission de maintien de paix entre 2010 et 2016. La mission au Darfour terminée, la commissaire divisionnaire de police Maïmouna Kabré Ouedraogo rentre au pays et se voit réaffectée à la direction générale de la police. Et depuis 2019, elle est en service au ministère de la Sécurité comme point focal des opérations de maintien de paix. Toute sa carrière est animée par la volonté de donner de l'espoir à ceux qui ont perdu le sourire. Mariée et mère de 2 enfants, elle témoigne à sa famille sa reconnaissance pour l'accompagnement dont elle a bénéficié depuis le début de sa carrière. Voilà, commissaire Kabré, vous êtes policière et commissaire divisionnaire de police en service au ministère de la Sécurité. Vous êtes aussi le point focal des opérations de maintien de paix. Est-ce à dire que tous les dossiers en rapport avec le maintien de la paix passent nécessairement par vous? Ok, merci bien Madame Kéré, c'est exact. Je suis le point focal, le chef du service des opérations de maintien de paix au niveau du ministère de la Sécurité. C'est essentiellement les opérations de paix pour la composante police qui passent par ce ministère-là. Et au niveau du bureau de ce service-là, nous coordonnons toutes les activités, en tout cas en rapport avec le déploiement, la formation, le redéploiement de tout ce qu'il y a comme personnel policier dans les opérations de maintien de paix, dans les différentes missions de maintien de paix. Combien d'opérations de ce genre vous coordonnez à ce jour? À nos jours, nous avons des personnels de police dans 5 missions, au Mali, en Centrafrique, au Sud-Soudan, au Darfour et puis au Congo. Justement, avant d'être à ce poste, vous étiez au Darfour et dans le cadre d'une opération de maintien de paix. Qu'est-ce que vous retenez de cette mission? Ce que je retiens de cette mission, c'est qu'elle a été vraiment une mission très enrichissante. C'est une expérience complètement différente de ce que nous vivons au pays. Vous travaillez avec des collègues d'autres pays, d'autres nationalités, d'autres formations, en tout cas professionnelles, et vous devez travailler tous et respecter la diversité pour arriver à réaliser le mandat de la mission. Donc pour moi, en tout cas, la mission au Darfour a été une expérience très enrichissante. Vous travaillez avec des policiers de plusieurs nationalités, mais il se trouve que vous êtes souvent la seule femme dans ce groupe. Ça n'a pas toujours été évident. Oui, ce n'est pas toujours évident. Il faut dire qu'au niveau des missions, tout comme dans les pays également,
le nombre de policières est généralement très réduit par rapport à l'ensemble des effectifs du personnel qui est déployé. C'est à cet effet également que dans la mission au Darfour, on avait très peu de femmes et particulièrement au niveau des postes de responsabilité, on avait vraiment un nombre très limité de femmes. Donc par moment, on se retrouve à être vraiment la seule femme parmi un bon nombre d'hommes. Puisque vous étiez commandant au poste de commandant régional. Effectivement, mon expérience au Darfour, il y a eu une partie où j'ai été commandant régional dans 2 régions du Darfour. Et à ce niveau-là, c'était vraiment très intéressant, très stressant, mais très formateur également, parce que ça m'a permis vraiment de côtoyer les plus hautes autorités du Soudan et également de travailler avec les plus grands responsables de la mission et de travailler beaucoup plus aussi avec les communautés en détresse, les communautés vulnérables qui avaient besoin du soutien de la communauté internationale. Puisque vous étiez à un poste de commandement, est-ce que vos collègues ne trouvaient pas d'entrave à être commandés par une femme? Il faut dire que ça ne peut pas manquer, ce n'était pas d'office partout, mais il y avait quand même aussi certains qui, depuis peut-être leur pays, n'avaient pas cette expérience-là d'être commandés ou d'avoir même des femmes dans leur police-là, de se retrouver au niveau international avec un responsable ou un commandant qui était de sexe féminin. Donc par moments, les difficultés pouvaient se faire sentir, mais il y a des textes qui gouvernent également toute cette administration-là. Donc quand on se réfère aux textes et quand on montre également qu'on a de la compétence, on maîtrise un peu le domaine dans lequel on intervient, généralement, le problème ne va pas loin, ça se tasse rapidement. Parce qu'il n'y a pas qui sont plus réfractaires que les autres? Oui, il peut en avoir qui sont plus réfractaires que les autres, mais comme je vous le disais, quand on se réfère au texte et quand on essaie aussi en tant que chef de trouver des astuces pour un peu manager les hommes, ça fait partie aussi du management des hommes, on finit par avoir la confiance des hommes et finalement ils finissent par vous accompagner dans votre tâche. Le Darfour, c'était aussi le risque, le danger au permanent, puisque les armes circulaient comme des téléphones portables. Pourtant, c'était votre choix de vous retrouver là-bas. C'est exact. On a choisi d'aller au Darfour pour une expérience en opération de maintien de paix. Il faut dire que depuis le pays, quand on présentait le Darfour au pays, on ne voyait pas de verdure. C'était seulement les hommes armés sur des pick-up qu'on nous faisait voir, en tout cas au niveau du Darfour. Mais nous avons pris le risque. On s'est dit que la vie, il faut risquer. Et nous avons décidé de partir au Darfour pour avoir cette expérience. C'est exact, quand on est arrivé, le constat c'était ça. On a effectivement vu qu'il y avait beaucoup d'armes qui circulaient, des gens qui étaient en civil et qui circulaient avec des armes, des gens qui vraiment ne devaient pas tenir de par leur âge, peut-être par moment ne devaient pas tenir des armes, mais on constatait qu'ils tenaient des armes. Et il fallait faire avec. Notre travail, en tout cas, consistait à créer un environnement sécur, surtout pour les populations vulnérables, les populations qui étaient déplacées à cause du conflit qu'il y avait là-bas. Et on a pu faire notre travail. Il y avait le risque qui était quasi permanent tous les jours, mais par la grâce de Dieu, en tout cas, on a pu effectuer la mission et revenir saine et sauve au pays. En tout cas, jour et nuit, vous avez côtoyé le danger et c'est dans cette fournaise que certains de vos collègues ont péri. Comment vous avez vécu ces moments d'intense douleur? Ce n'est pas simple. Par moments, au Darfour, entre nous, on se disait que si tu reviens au pays, on te demande de raconter, qu'est-ce que tu vas dire? Et on arrivait à la conclusion que le Darfour ne se racontait pas. Il fallait le vivre. Il y a eu des expériences vraiment tristes. Moi, dès le 6e mois de ma mission, j'ai perdu ma coéquipière. Je travaillais dans l'équipe genre. Nous avons programmé une activité. On avait fait une formation dans un camp de personnes déplacées et nous devions remettre des certificats. Moi, j'avais déjà pris mon congé. Donc, on a juste préparé l'activité ensemble. Et moi, je voyageais le lendemain. Et c'est ce même jour que
ma coéquipière, qui est une Sierra-Léonaise, qui était presque à la fin de sa mission, devait aller remettre les certificats dans le camp de personnes déplacées. Et pendant ce temps, moi, je faisais le chemin retour pour mon congé au pays. Et avant que je n'arrive à Khartoum, et pour prendre mon vol international, je reçois un appel pour dire que la dame est décédée du retour de cette activité. C'était vraiment très triste. On se demandait s'il fallait vraiment rester dans cette mission, mais il fallait vraiment qu'on ait le courage de repartir parce qu'on avait pris des engagements, le pays avait pris des engagements et il fallait assumer. Et votre famille dans tout ça, comment a-t-elle traversé ces moments de doute, de peur, voire de crainte? Je profite en tout cas de votre micro pour dire un grand merci à ma famille, à mon époux, à mes enfants, à ma maman et puis à mes frères et sœurs qui m'ont vraiment soutenue. C'était dur pour eux également parce qu'ils voyaient également les images que nous aussi nous voyons à la télé. Ils suivaient aussi dans les médias tout ce qui se passait là-bas. Et dès qu'il y avait un incident, ils entraient en contact avec vous pour vous demander ça va, qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous êtes sain et sauf. La famille a essayé en tout cas de surmonter, de supporter et de vivre ces moments-là avec nous. Et nous également, nous avons essayé de développer une stratégie de communication pour être permanemment en communication avec eux, pour les rassurer que le travail se passe bien et que nous sommes saines et saufs, que nous sommes protégés parce que les Nations Unies également accordent une place très importante pour leur personnel. Donc ils mettent également tous les moyens à la disposition des personnels dans le cadre de leur protection sur le terrain. Est-ce que vous retournerez sur ce terrain si toutefois le besoin se faisait sentir à nouveau? Si toutefois le besoin se faisait sentir à nouveau, je suis prête pour y retourner. Parce que j'aime également relever les défis et ça va être de relever un défi encore que de repartir dans cette zone-là où peut-être j'ai vu des réalisations pour voir qu'est-ce que ces réalisations-là sont devenues aujourd'hui. Le peu d'espoir qu'on a pu donner à ces personnes-là qui étaient dans le désespoir-là, quel est le fruit aujourd'hui, quel est le résultat à la fin. Et quand vous avez terminé la mission au Darfour, vous êtes rentré au pays, où est-ce que vous avez déposé vos valises? Quand je suis revenue de mission après mon repos normal que le service m'a donné, j'ai été affectée au service contrôle de la Direction générale de la police nationale. Avant d'en arriver là, vous avez occupé plusieurs fonctions au sein de la hiérarchie policière. Et lesquelles par exemple? Il faut dire qu'après ma sortie de l'école de police en 2001, j'ai été affectée comme chef de la brigade criminelle au commissariat central de la ville de Ouagadougou. Je précise que vous êtes commissaire divisionnaire de police, donc femme flic. Voilà. Est-ce que vous avez choisi d'exercer ce métier ou bien ça a été un fruit du hasard? Je peux dire que ça a été un choix parce que quand même j'avais l'opportunité quand je réussissais à ce concours-là, mais j'ai choisi d'aller à la police. Par moments, quand on regarde les films ou quand on regarde dans la vie, on se dit qu'on peut apporter quelque chose. Donc de par ma formation, de par mon attitude, de par mon éducation, je me suis dit que peut-être tiens, si je vais dans ce corps-là, peut-être que je pourrais contribuer, en tout cas d'une manière importante dans la vie des communautés au Burkina. Donc, nouvelle recrue, vous avez suivi une formation à l'École nationale de police. Est-ce que le contenu était pareil pour tous, pour les hommes et pour les filles? À l'École nationale de police, le contenu est le même pour les hommes, aussi bien que pour les femmes. Nous sommes rentrés le même jour avec les hommes de notre promotion. Nous avons suivi la même formation pratique. On nous a fait ramper, on nous a fait toutes les manœuvres ensemble. Il n'y avait pas, en tout cas, une répartition ou une séparation au niveau de la formation. La formation a été commune. Et après la phase pratique, nous avons également pris les cours dans les salles de classe ensemble. Donc, il n'y a pas de différenciation au niveau de la formation.
Donc, même formation. Est-ce que vous avez disposé du même équipement de base que vos camarades garçons? Je vais parler du pistolet, des matraques, des menottes. Cet exact, c'est comme je vous l'ai dit, nous avons bénéficié de la formation au même titre que les hommes. Ça veut dire que quand il y avait par exemple des stages à faire dans les unités d'intervention, nous partons tous avec les hommes et nous faisons tous la même formation. Quand il s'agit de faire des séances de tir, nous partons tous ensemble et nous faisons les séances de tir ensemble. Il n'y avait pas de discrimination à donner certains équipements ou certains matériels de formation aux hommes et laisser les dames de côté. Et pour la jeune flic que vous étiez à l'époque, vous avez côtoyé le danger, les armes, les délinquants, les stupéfiants au même titre que les hommes, ou bien sur le terrain, il y avait un traitement de faveur. À mon niveau, je peux dire que sur le terrain, il n'y avait pas de traitement de faveur parce que quand j'étais au commissariat central, il y avait des interpellations au niveau de la police judiciaire où je travaillais et tout comme mes collègues de bureau, je partais également pour les interpellations. Quand il y a des perquisitions, je partais pour les perquisitions avec les collègues. Donc il n'y a pas de discrimination à ce niveau. Et pour les autres collègues également qui étaient par exemple en maintien de l'ordre, quand il y a des manifestations et les gens doivent partir en maintien de l'ordre, les collègues dames également participaient à ces opérations-là. Et c'est le cas pour tous les autres emplois de la police. Au vu de ce que vous avez vécu sur le terrain ici au Burkina et surtout au Darfour, est-ce que vous n'avez pas imaginé ne serait-ce qu'un seul jour faire machine arrière? Il y a eu des moments où on a pensé que peut-être il faut faire machine arrière. Mais on se dit, non, vous avez choisi, il faut assumer votre choix. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Et c'est avec la détermination, l'abnégation et le courage. Parce que faire machine arrière pour aller dans un autre emploi, vous ne savez pas également les risques qu'il y a dans cet autre emploi. Là, vous avez de la satisfaction à faire le travail. Donc votre détermination vous permet de continuer, en tout cas avec beaucoup de courage. Quelle est la place de la femme au sein de la police nationale aujourd'hui? Il faut dire que la femme occupe une place très importante au sein de la police nationale aujourd'hui. Et si on se réfère à la loi 32 sur la sécurité intérieure au Burkina, l'approche sécuritaire qui est développée là-bas, c'est la police de proximité. Et la police de proximité, on a besoin de toutes les composantes de la société pour trouver des solutions aux défis sécuritaires. Et on ne pourrait pas, en tout cas, mettre cette police de proximité-là en œuvre si on laisse cette grande composante de la société qu'est la femme. Et la femme, elle est complémentaire de l'homme. Donc, on a toujours besoin de l'un et de l'autre pour faire le travail ensemble. Et il faut dire que, en tout cas, le travail se fait bien ensemble. Comment vous vivez les attaques qui sont perpétrées contre le pays aujourd'hui par les forces du mal? Il faut dire que c'est une triste réalité, ce qui nous arrive de nos jours, ces attaques terroristes. Mais cela ne doit pas occulter le fait que l'État, le gouvernement, les communautés, tous sont en train de travailler ensemble pour en tout cas relever ce défi sécuritaire-là. C'est très triste ce qui nous arrive. Donc je profite de votre micro en tout cas pour encore lancer un appel à la collaboration de tous. Il faut qu'il y ait ce partenariat-là qui va permettre aux communautés et aux forces de défense et de sécurité, en tout cas de trouver les solutions idoines aux défis sécuritaires, notamment en tout cas à l'extrémisme violent et à la radicalisation des sociétés. Et la femme a un rôle très important à jouer dans cela. On sait que la femme, elle est mère, elle est épouse, elle est actrice de développement et avec les associations féminines, elle est également vecteur de solutions sécuritaires. Donc elle peut nous aider, en tout cas à trouver à partir de ces associations et de ces initiatives de femmes-là des solutions aux défis sécuritaires. C'est d'ailleurs pour cela que vous voyez que le gouvernement, l'État,
Et les forces de sécurité font appel, mettent à contribution ces femmes-là et ces associations ou initiatives féminines-là à contribution pour pouvoir résoudre ces problèmes sécuritaires-là. Est-ce que ce que le pays vit aujourd'hui, vous trouvez des similitudes avec ce que vous avez vécu sur le théâtre des opérations de maintien de la paix, surtout au Darfour? Oui, il faut dire qu'il y a des similitudes sur certains faits, parce qu'au Darfour également, il y avait des problèmes entre les communautés où c'était des conflits entre les nomades et les agriculteurs, c'était des conflits de propriété terrienne qui faisaient que, en tout cas, qui étaient à la base du conflit qui a surgi au Darfour. Donc on peut dire qu'il y a des similitudes, en tout cas, entre ce qui s'est passé là-bas et ce qui se passe de nos jours. Et on se dit que normalement, les gouvernants et tous les acteurs, en tout cas de la sécurité et de la bonne gouvernance, doivent travailler ensemble et considérer les alertes précoces, travailler de sorte à ce qu'on n'arrive pas à cette étape-là, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est de petits conflits qui amènent à de grands conflits. Et c'est par moments, parce que certaines personnes sont défavorisées, qu'on a des problèmes dans les sociétés. Donc si on peut avoir une approche holistique pour gérer ces problèmes de sécurité-là, on se dit qu'on y arrivera. Commissaire Cabré, vous êtes mère au foyer. Est-ce que vos enfants aspirent un jour à emboîter vos pas au sein de la police? Il faut dire que oui, surtout le second. Je sais qu'il y a une de mes copines qui l'appelle le commissaire Fawaz, parce que chaque fois quand il me voit en tenue, il se dit que ok, je veux la tenue de maman, il faut que moi aussi je devienne commissaire de police. Donc je peux dire que dans la famille, il y a en tout cas quelqu'un qui aspire à être comme maman. Trouvez-vous du temps pour la distraction? Oui, on trouve le temps pour la distraction. Par moments, ce n'est pas du tout simple, mais quand on le veut, on le trouve. Et c'est même nécessaire, parce que ça ne peut pas seulement se limiter au travail. Le travail, on risque de ne pas être même productif à un certain moment. Donc quand on a un petit temps, on se donne un plaisir, en tout cas, à être avec la famille, à être avec les enfants et en tout cas à se distraire un peu, mettre un peu de côté le professionnel et puis en tout cas être un peu plus dans le social. Comment rêvez-vous du Burkina de demain? Le Burkina de demain, en tout cas, je rêve d'un Burkina où les hommes et les femmes travaillent ensemble, où nous avons en tout cas en vue des valeurs d'intégrité et d'humanisme, où l'être humain respecte son semblable, où l'être humain ne pense pas uniquement à son moi. On pense à l'intérêt général de toute la communauté. On pense à l'intérêt général de toute la nation. Parce que quand c'est soi seul qui émerge de tout le groupe, à mon avis, on ne doit pas être heureux. Donc il faut penser à l'intérêt général, au bien-être de toute la communauté, en tout cas pour un Burkina meilleur. Voilà, commissaire Cabré, nous allons nous arrêter là pour ce soir. En tout cas, on peut passer des heures et des heures encore à vous écouter sans se lasser. Mais le temps qui nous est imparti est terminé. On trouvera certainement d'autres cadres pour approfondir d'autres sujets. Merci bien, Madame Kéré. C'est moi qui vous remercie en tout cas de l'opportunité que vous m'avez offerte pour partager en tout cas ces moments avec vous. Merci bien. Est-ce que vous avez un dernier mot? Si j'avais un dernier mot à ajouter, c'était en tout cas rappeler les familles que nous avons quelque chose à faire dans la recherche de la sécurité et de la paix. La paix, c'est d'abord dans l'individu. Ensuite, dans la famille. Il faut que nous cultivons la paix dans la famille et ensuite dans la communauté, dans toute la nation entière. Il faut que nous puissions intégrer cette valeur de paix-là depuis nos familles pour que toute la communauté entière puisse vivre en sécurité et en paix, car la paix est très importante.
par moment, c'est au moment où on l'a perdu qu'on se rend compte de son importance. Donc nous devons travailler en tout cas à préserver la paix au Burkina et avoir plus le sentiment de sécurité au Burkina. Et on espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On espère. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs de la RTV, d'être des nôtres ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTV. Bonsoir.